Le ciel de Paris, ce matin-là, semblait refléter l'humeur de la famille Rochefort avec sa couleur gris-plomb. Les gouttes de pluie qui tombaient sur les feuilles des platanes centenaires du cimetière Montparnasse ne parvenaient pas à couvrir les murmures de la foule vêtue de noir qui m'entourait. Je regardais les visages cachés sous les parapluies. Tous essayaient de paraître tristes, mais leurs yeux ne reflétaient pas le deuil, seulement l'impatience. Alors que le cercueil de mon grand-père Louis Rochefort était mis en terre, la plupart de mes proches calculaient déjà à qui reviendrait l'immense appartement de la rue de Rivoli, les vignobles de Lyon et les comptes bancaires en Suisse. Moi, Camille Rochefort. À leurs yeux, le mouton noir de la famille. À leurs yeux, un soldat raté, insignifiant et sans le sou, qui avait quitté la maison 15 ans plus tôt pour devenir un moins que rien dans la marine. Mon manteau était usé, comparé à leur manteau en cachemire fait sur mesure. Mes chaussures, contrairement à celles en cuir italien d'Henri, avaient été repeintes à plusieurs reprises et avaient parcouru des kilomètres. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Ces chaussures avaient marché sur les ponts glacés de la mer du Nord, lors d'opérations secrètes au large des côtes africaines et dans les couloirs les plus secrets de l'Élysée. Et l'ancien soldat qu'ils voyaient était en réalité le plus jeune et le plus secret des amiraux de la Marine nationale française. Mais personne ne le savait ici, dans ce cimetière. Pas encore. Alors que je me dirigeais vers la sortie du cimetière, je reçus un coup violent sur le bras. Je me retournai et fus accueilli par le sourire familier et moqueur de mon cousin Henri. Henri, cet homme arrogant qui rivalisait avec moi depuis notre enfance, qui se prenait pour Napoléon à la tête de l'entreprise de construction fondée avec l'argent de son père. Camille, dit-il en élevant délibérément la voix. Quelques parents qui se trouvaient à proximité s'arrêtèrent pour nous regarder. Crois-moi, je ne pensais pas que tu viendrais. Ça a dû être difficile pour toi d'acheter un billet de train depuis ton petit appartement à Marseille. Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé mon chauffeur. Faire l'aumône à un ancien soldat, c'est tout à l'honneur de la famille Rochefort. Sa femme, à ses côtés, rit en rétroussant légèrement le nez. Les cousins autour de nous gloussèrent. Henri savourait ce moment. Il voulait m'humilier devant tout le monde, le matin même où l'on allait discuter de l'héritage, afin de me rappeler ma place dans la hiérarchie. À ce moment-là, vous vous attendiez sans doute à ce que je pique une colère, que je lui crie dessus, que je lui jette mon rang au visage. Mais non. Dames aînées de formation dans les services secrets et de gestion de crise en haute mer m'avaient appris une seule chose: refroidis tes émotions, analyse, et attends le bon moment. Je n'ai pas bougé un seul muscle de mon visage. Je l'ai simplement regardé. J'ai vu cette lueur d'arrogance dans les yeux d'Henri, ce tremblement d'insécurité sous son costume coûteux. Il tirait sa force de son argent et du ton de sa voix. Ma force, quant à elle, venait de mon silence. Merci Henri, ai-je dit d'une voix neutre et sans émotion. Le voyage en train m'a donné matière à réflexion. Henri a hésité un instant, ne voyant pas l'humiliation ou la colère qui l'attendait, mais il s'est rapidement repris. Il a posé sa main sur mon épaule, non pas en signe d'amitié, mais pour montrer sa supériorité. Ne te réjouis pas trop de l'héritage de ton grand-père, Camille, murmura-t-il, cette fois d'une voix que moi seul pouvais entendre. Son haleine sentait le cognac et le cigare. Tu sais, il a toujours aimé le succès. Et toi? Eh bien, tu as simplement disparu. Pas de grade, pas de médaille, pas de fortune. Quand ton nom est mentionné au conseil de famille, les gens sourient avec pitié. Je ne veux pas que tu souffres lors de la réunion chez le notaire. Tu ne devrais peut-être pas venir. Je peux te donner un peu d'argent pour ton billet de retour. Il sortit un portefeuille en cuir de la poche intérieure de sa veste. Il en tira plusieurs billets de 50 € et tenta de les glisser dans la poche de ma veste. Ce geste était le comble de l'humiliation, comme s'il donnait de l'argent à un mendiant. Je levai lentement la main et lui attrapai le poignet. Je serrai, pas trop fort, juste assez pour qu'il sente ses os se frotter les uns contre les autres. Le sourire d'Henri se figea. Une expression de surprise et de peur apparut soudain dans ses yeux, car il avait senti sous cette main d'apparence douce une force d'acier. Je n'ai pas besoin de ton argent, Henri, dis-je sans élever la voix. Je fixai son regard, et je viendrai à cette réunion, pas seulement pour l'héritage, pour entendre les dernières volontés de mon grand-père. Je lâchai son poignet. Henri recula en se frottant les mains. Comme tu veux, dit-il, d'une voix moins forte qu'auparavant, mais son ego était toujours intact. Je voulais juste te prévenir. Ne viens pas me dire que je ne t'avais pas prévenu quand tu t'enfuiras en pleurant. Il se retourna et se dirigea vers sa luxueuse voiture, une Porsche Cayenne noire. Alors que le bruit du moteur s'éloignait du cimetière, je restai seul sous la pluie. C'est à ce moment précis que j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement une querelle d'héritage. C'était une guerre. Et Henri pensait que son adversaire était un soldat désarmé. Or, j'étais un navire de guerre entièrement équipé et je n'avais pas encore allumé mon radar. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous pensez que les gens comme Henri gagnent simplement parce qu'ils font beaucoup de bruit, vous vous trompez. Ce que vous allez entendre dans quelques instants vous prouvera que la patience
et la stratégie sont les armes les plus redoutables contre l'arrogance. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de l'histoire et voir comment justice a été rendue, car vous n'oublierez jamais le choc qu'Henri va vivre dans quelques instants. Vers 14 heures, je franchis les immenses portes en chêne du manoir de Rochefort. C'est ici que j'ai passé mon enfance, mais cet endroit m'était désormais étranger. Les tableaux accrochés au mur, les tapis persans au sol, cette odeur de vieilles pièces de monnaie qui imprégnait chaque recoin. Le grand salon était rempli des vautours de la famille. Mes tantes, mes oncles, mes cousins éloignés. Tous attendaient le notaire, monsieur le maire. Monsieur le maire était un homme sérieux, âgé d'environ 70 ans, qui portait des lunettes. C'était l'ami le plus proche de mon grand-père et il était connu pour son honnêteté. Quand je suis entré dans le salon, il y a eu un silence, comme quand un figurant indésirable entre en scène dans une pièce de théâtre. Mes tantes ont commencé à chuchoter. J'avais l'impression de les entendre dire comment osent-ils venir ici. Je m'assis dans le fauteuil isolé dans le coin, sans croiser le regard de personne. Henri se tenait au milieu du salon, devant la cheminée. Il tenait un verre en cristal à la main. Il se comportait comme s'il était déjà le maître des lieux. Bon, puisque tout le monde est là, dit Henri en me jetant un bref regard, monsieur le maire, nous pouvons commencer. Veillons à ce que cette procédure soit rapide. J'ai des réunions importantes qui m'attendent à mon bureau. Le temps, c'est de l'argent, même si certains ici ne le savent pas. Un léger murmure parcourut la salle. Henri ne manquait jamais une occasion de me lancer des piques. Monsieur le maire posa son lourd sac en cuir sur la table. Il ajusta ses lunettes et regarda les personnes présentes dans la salle une par une. Lorsque son regard s'arrêta sur moi, je vis une étrange lueur dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié. Était-ce du respect ou de l'attente? Mesdames et messieurs, dit le notaire le maire d'une voix solennelle et forte, nous sommes réunis ici pour lire le testament de Louis Rochefort. Henri s'éloigna de la cheminée et s'assit à la tête de la table. Lise-le, le maire, dit-il avec impatience. Nous savons tout que mon grand-père voulait que son héritage reste entre de bonnes mains, c'est-à-dire entre les mains de ceux qui font vivre la famille. Je regardais en silence. Ce qu'Henri appelait maintenir la famille à flot consistait en réalité à dissimuler les affaires louches dans lesquelles il s'était engagé en utilisant l'argent de mon grand-père pour remporter des marchés publics militaires. Je le savais. Les dossiers, les documents, les preuves. Tout était disposé dans mon esprit comme sur un échiquier. Mais mon tour de jouer n'était pas encore venu. Le notaire le maire ouvrit l'enveloppe scellée. Le bruissement du papier était le seul son dans cette grande salle. Moi, Louis Rochefort, commença le maire. Étant sain d'esprit, je répartis tous mes biens de la manière suivante. Les premiers articles étaient classiques. Les bijoux laissés à mes tantes, quelques petites parcelles de terre léguées à mes oncles. À chaque nom prononcé, on entendait dans la salle soit un soupir de soulagement, soit un murmure de déception. Henri attendait son tour en balançant sa jambe. Le gros lot, les actions majoritaires de la société, les propriétés parisiennes et la fortune en espèces. Et maintenant, passons à l'héritage principal, dit le maire. Henri se redressa. Il ajusta sa veste. Il prit son air modeste habituel. 60% des parts de ma société Rochefort Construction, le manoir du 16e arrondissement de Paris et la gestion du fonds fiduciaire en Suisse. Henri se redressa légèrement sur sa chaise, comme s'il se préparait à prononcer un discours de remerciement. À mon petit-fils Henri Rochefort. Un sourire de victoire se dessina sur le visage d'Henri. Il se tourna vers moi et me lança ce regard dégoûtant. Tu vois, semblait-il dire, c'est moi qui ai gagné. Mais, dit le maire en élevant la voix, ce mais resta suspendu dans l'air. Tel une lame de guillotine, il s'apprêtait à s'abattre sur la victoire d'Henri. Henri fronça les sourcils. Mais quoi? Que voulez-vous dire par mais? Le maire baissa le papier et regarda Henri par-dessus ses lunettes. Cependant, le transfert de cet héritage est soumis à la condition de conformité morale et juridique, stipulée dans le testament. Avant son décès, monsieur Louis soupçonnait certaines irrégularités au sein de son entreprise. C'est pourquoi, avant le transfert de l'héritage, l'approbation d'un auditeur fiable, issu de la famille ou désigné par l'État, est requise. Henri rit. Un rire nerveux et tendu. C'est absurde. Mon grand-père était vieux, il ne savait plus ce qu'il disait. Dames irrégularités, mon entreprise est la plus honnête de France. Et puis, qui va contrôler parmi les membres de la famille? Tous ceux qui sont dans cette pièce sont des parasites qui ne connaissent rien au travail. Les membres de la famille se mirent à grogner, mais personne n'osait tenir tête à Henri. En fait, dit le maire en gardant son calme, aucun nom n'est mentionné dans le testament. Mais, ironie du sort, un courrier officiel du gouvernement est arrivé à mon bureau ce matin même. Le maire sortit une autre enveloppe de son sac. Il s'agissait d'une enveloppe épaisse de couleur crème, portant le sceau officiel de la République française. Elle ne portait pas le cachet commandement des forces navales de la République turque, mais celui du ministère des Armées.
Le visage d'Henri devint livide. Qu'est-ce que cela signifie? C'est, dit le maire en tenant l'enveloppe en l'air, un ordre d'enquête concernant les contrats militaires récemment obtenus par votre entreprise. Et plus intéressant encore, le ministère a chargé un membre de votre famille d'une mission spéciale pour mener cette enquête et remplir la condition des auditeurs, stipulée dans le testament. Henri regarda autour de lui avec stupéfaction. Qui cela peut-il être? Personne ici n'a de relation avec l'État. Le maire balaya lentement la pièce du regard et finit par s'arrêter sur l'homme silencieux assis dans le fauteuil sombre du coin, vêtu d'un vieux manteau. Moi, le chef inspecteur de la marine et amiral des opérations spéciales nommé par le ministère. Le maire marqua une pause, voulant que tout le monde ressente le poids de ce moment. Camille Rochefort. Il m'est impossible de décrire le silence qui s'est alors installé dans la salle. Même le bruit de la pluie semblait s'être arrêté. Le verre en cristal que Henri tenait à la main lui glissa des doigts et tomba par terre, se brisant en mille morceaux. Le bruit du verre brisé fut le coup d'envoi de la guerre. Je me levai lentement. Je ne gardais plus les épaules voûtées et la tête baissée. Cette posture, cette discipline militaire que j'avais cachée pendant 15 ans, envahirent soudain tout mon corps. Je boutonnai mon manteau et marchai jusqu'au milieu de la pièce, face à Henri. Je pense. Dis-je, ma voix n'était plus monotone comme au cimetière, mais avait pris le ton autoritaire de celui qui se trouve au sommet de la chaîne de commandement. C'est à mon tour de parler maintenant, Henri. Ce n'était que le début. Henri ne savait pas encore à quoi il était confronté. Non seulement il allait perdre son héritage, mais aussi sa liberté. Mais je ne lui avais pas encore dit. Je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé dans cette pièce et comment les efforts de dénégation d'Henri ont été réduits à néant par les documents que j'ai posés sur la table. Le vrai jeu commençait maintenant. Les morceaux du verre brisé ressemblaient à l'ego d'Henri éparpillés sur le sol. Les yeux de toutes les personnes présentes dans la salle se sont lentement tournés vers moi, puis vers l'ancien soldat, qui se tenait debout au milieu de la pièce. Le visage d'Henri, d'abord livide, prit rapidement une teinte rouge foncée. Ce n'était pas de la honte, mais une rougeur provoquée par une colère pure et simple. Quand les gens sont acculés, ils font deux choses, soit ils se rendent, soit ils attaquent plus violemment. Henri n'avait pas l'intention de se rendre. « C'est une blague » cria-t-il, la voix tremblante, mais essayant de retrouver son autorité. « Le maire, tu as perdu la tête. Cet homme, Camille, l'inspecteur de la marine. » Henri essaya de rire, mais le son qui sortit de sa bouche n'était qu'un grognement étouffé. Il me désigna du doigt. « Cet homme, c'est Camille, qui n'est pas venu au repas de Noël parce qu'il avait honte de nous demander de l'argent. Mon cousin insignifiant qui ne sert à rien d'autre qu'à éplucher des pommes de terre dans la marine. Et maintenant, il se présente devant moi et prétend être inspecteur de l'État. » Il se tourna vers la foule, écartant les bras. « Vous ne voyez donc pas. C'est une comédie, une pièce de théâtre bon marché montée pour obtenir une part de l'héritage. Ce document est un faux, le maire. Ce sceau est un faux. Camille l'a probablement fait faire par un imprimeur dans les ruelles de Paris. » Une vague de chuchotements parcourut la famille. Aurait-il raison? Camille ferait-il une chose pareille? Mais le sceau a l'air très authentique. Quant à moi, je restais immobile, les mains derrière le dos, le visage impassible. J'attendais la réaction d'Henri. J'en avais même besoin. Car plus un ennemi crie fort, plus il commet d'erreurs. Monsieur le maire, sans perdre son professionnalisme, baissa ses lunettes. « Monsieur Henri, dit-il d'un ton sévère, je suis notaire depuis 50 ans. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir si un document officiel est faux ou non. De plus, avant que le maire n'ait pu terminer sa phrase, je glissai lentement ma main dans ma poche. Tout le monde retint son souffle. Allais-je sortir une arme? Non, quelque chose de plus efficace. Je sortis un portefeuille en cuir noir. J'en retirai une carte d'identité magnétique et un insigne métallique représentant les armoiries de la République française en lettres dorées et une encre croisée, que je posai sur la table, devant Henri. Clic. Le bruit métallique de la médaille sur la table en acajou coupa net les cris d'Henri. « Amiral Camille Rochefort », dis-je d'une voix calme. Numéro matricule 90 à 214X. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler la ligne spéciale du ministère de la Défense pour vérifier. Mais je pense que vous n'avez pas le temps, Henri, parce que vous venez de dire que le temps, c'est de l'argent. Et en ce moment, vous avez une dette très importante. Henri regarda l'insigne. Il voulait détourner les yeux, mais il n'y arrivait pas. Ce morceau de métal détruisait toute sa réalité. Sa femme lui prit le bras, le visage empreint de peur. « Henri, est-ce vrai ?» murmura-t-elle. Henri repoussa violemment la main de sa femme. Il s'appuya sur la table et se pencha vers moi. « D'accord, dit-il en sifflant. Disons que tu aies obtenu un grade. Disons que l'État ait eu pitié de toi et t'ait donné un travail de bureau. Qu'est-ce que cela changerait? Qu'est-ce que cela a à voir avec mon entreprise? Nous construisons des bâtiments, Camille, pas des navires de guerre.
Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un chasseur qui a piégé sa proie. Ah, Henri, dis-je en m'approchant d'un pas. C'est justement le problème. Vous construisez, mais vous oubliez où vous construisez. Je sortis un épais dossier bleu de la poche intérieure de mon manteau. Il portait la mention CONFIDNTIL projet TOULON. Je posai le dossier sur la table, à côté du badge. La base navale de Toulon. Dis-je en modulant ma voix pour que tout le monde dans la salle puisse m'entendre. L'année dernière, un appel d'offres a été lancé pour la construction d'un immense hangar destiné à accueillir la nouvelle génération de sous-marins nucléaires. Qui a remporté l'appel d'offres? Rochefort Construction. Mes proches ont été surpris d'entendre ces détails qu'ils ignoraient. Henri, quant à lui, a commencé à transpirer. Les veines de son front sont devenues visibles. Oui, nous l'avons remporté. S'est-il défendu? Nous avons fait la meilleure offre et nous avons gagné. Qu'y a-t-il d'illégal à cela? J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti une photo. C'était la photo d'un mur de béton effondré et de ferraille rouillée. Vous avez fait la meilleure offre parce que vous avez réduit les coûts de manière impossible. Ai-je dit? Le cahier des charges exigeait l'utilisation d'acier renforcé de type A, un alliage spécial résistant à l'eau salée et à la pression. Mais qu'avez-vous utilisé, Henri? Du fer industriel recyclé, non conforme aux normes, acheté au prix de la ferraille en Roumanie. D'âmes cris de stupéfaction ont retenti dans la salle. Les yeux d'Henri se sont écarquillés. C'est une calomnie. Les fournisseurs ont dû nous tromper, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Dis-je en sortant un autre document du dossier et en le brandissant. Voici une instruction que vous avez envoyée par email personnel à votre fournisseur roumain. Dois-je la lire? Ne vous souciez pas des certificats, tant que c'est bon marché. La différence sera versée sur mon compte en Suisse. Je m'occuperai des contrôleurs. Henri recula comme s'il avait vu un fantôme. Il heurta sa chaise et eut du mal à garder son équilibre. L'homme arrogant avait disparu, remplacé par un enfant effrayé. C'est un faux. Marmonna-t-il, mais sa voix ne convainquait plus personne. Ce n'est pas fini, dis-je. Le froid de ma voix glaçait la pièce. Le mur de ce hangar s'est fissuré lors de la tempête du mois dernier, avant même la fin des travaux. Si le sous-marin de 2 milliards d'euros ou l'équipe de maintenance s'était trouvé à l'intérieur ce jour-là, tu ne serais pas ici, mais devant un tribunal militaire, jugé pour meurtre. Tu as de la chance que seul le mur se soit effondré. Mais ta chance s'arrête là, Henri. Mes proches regardaient Henri avec horreur. L'homme d'affaires qu'ils considéraient comme la fierté de la famille était en réalité un escroc qui mettait la vie des soldats en danger. Mes tantes se sont détournées en grimaçant. Henri comprit qu'il avait perdu le soutien de la salle. Ses yeux balayèrent la pièce avec panique, puis il retrouva son ancienne arrogance. « Qu'est-ce que tu crois ?» dit-il en desserrant sa cravate. « Ce n'est pas un tribunal ici, c'est la maison de mon grand-père, et c'est une affaire de famille. Tu essaies de te venger personnellement en utilisant le pouvoir de l'État. Tu vas me dénoncer, tu vas faire emprisonner ton propre cousin. Tu vas salir le nom de la famille. » C'était là la plus grande arme des gens comme Henri, la psychologie de la culpabilité. Ils essaient de vous frapper avec des concepts tels que famille, loyauté, lien du sang. Pourtant, eux-mêmes ne sont fidèles à aucun de ces concepts. Je me suis approché de lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un souffle entre nous. Je l'ai regardé dans les yeux. J'y ai vu non seulement de la peur, mais aussi l'espoir sournois qu'il pourrait encore s'en sortir. Ce n'est pas moi qui ai sali le nom de la famille, Henri, c'est toi, lui, et je murmurai. Mon grand-père a bâti cette entreprise brique par brique, avec honnêteté. Toi, tu l'as transformée en machine à blanchir de l'argent sale. Et pour ce qui est de ton problème, oui, je ne vais pas seulement te dénoncer, je vais te détruire. À ce moment-là, Henri plongea brusquement la main dans la poche de sa veste. Il essayait de sortir son téléphone. Allô, appelle Pierre, appelle mon avocat, se mit-il à crier. Je lui ai rapidement saisi le poignet, comme dans le cimetière, mais cette fois-ci beaucoup plus fort. Le téléphone lui a échappé des mains et est tombé doucement sur le tapis. Il n'y a pas de téléphone dans cette pièce, Henri, dis-je. Tu es coupé du monde extérieur, parce que ce que je vais te montrer ne se limite pas au projet Toulon. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je poussai Henri violemment sur sa chaise. Il s'effondra dessus. Mesdames et messieurs, dis-je en me tournant vers l'assemblée, si vous avez l'estomac bien accroché, veuillez vous asseoir, car je vais maintenant vous montrer comment Henri a volé non seulement l'État, mais aussi toutes les personnes présentes dans cette pièce. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a glacé le sang, attendez, car l'ampleur de la trahison d'Henri ne se limite pas à l'escroquerie de l'État. Les documents que je vais vous présenter dans un instant prouveront que même les personnes les plus innocentes de cette salle vivent en réalité dans le mensonge. Lorsque vous verrez comment la structure qu'Henri appelle l'entreprise familiale exploite en réalité les autres membres de la famille, vous remettrez en question la fiabilité de vos propres proches. N'oubliez pas de cliquer sur
le bouton s'abonner car nous allons bientôt mettre à nu l'anatomie du vol familial. Et croyez-moi, les plans de secours d'Henri sont bien plus sordides que vous ne le pensez. Henri, affalé sur sa chaise en acajou, la cravate défaite et le front couvert de sueur froide, l'atmosphère dans la pièce n'était plus seulement tendue, elle était toxique. Ce qu'il considérait auparavant comme une affaire d'État était en train de devenir une affaire personnelle. Le déni se lisait encore sur les visages de mes proches. Que Henri escroque l'État était une chose, cela leur semblait lointain, abstrait. Mais toucher à leur poche, cela, c'était impardonnable. Je fermai le dossier bleu que je tenais à la main et le posai sur la table, à côté de l'autre. Puis, je sortis de l'autre poche de mon manteau un carnet plus fin, recouvert de cuir noir. Ce carnet contenait la liste des comptes fantômes sur laquelle le département des crimes financiers de notre service de renseignement travaillait depuis des mois. Le silence dans le salon était si intense que chaque goutte de pluie qui frappait la vitre résonnait comme un coup de marteau. J'ai détourné mon regard d'Henri pour le poser sur la plus âgée de la pièce, ma tante Solange. Tante Solange, cette femme orgueilleuse qui me trouvait insuffisant quand j'étais enfant et qui considérait Henri comme l'enfant chéri de la famille. Le collier de perles autour de son cou tremblait. Tante, dis-je d'un ton respectueux mais distant. Je me souviens que l'année dernière, tu as versé 200 000 € à la société d'Henri pour la rénovation de ta maison de vacances à Saint-Tropez. Henri t'avait dit que le toit avait été entièrement refait et que les fondations avaient été renforcées, n'est-ce pas? Solange cligna des yeux, surprise. Oui, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a même montré les factures. Henri s'agita sur sa chaise. Ne mélange pas tout, Camille. C'était une affaire privée, s'écria-t-il, la voix paniquée. Je l'ignorai et ouvris une page du cahier noir que je tendis à Solange. Voici le relevé bancaire de l'entreprise sous-traitante d'Henri. Regarde, les 200 000 € que tu as envoyés ont-ils été versés au couvreur ou au loyer annuel de l'appartement que Henri loue à Monaco pour sa maîtresse? Solange est devenue livide. Elle a pris le cahier de ses mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru les lignes et se sont arrêtés à un endroit. Monaco. Immobilier. Valerie. A-t-elle murmuré. Quant à ton toit, dis-je d'une voix froide, ils l'ont seulement repeint. Aucun renforcement n'a été effectué. La première grosse tempête aurait pu détruire cette maison. Henri a mis ta vie en danger pour 200 000 € et une maîtresse. Solange serra le cahier contre sa poitrine et se tourna vers Henri. Pour la première fois, je vis une haine pure dans les yeux de cette femme fière. Toi, dit-elle d'une voix tremblante, tu m'as menti, avec mon argent. Tu as loué une maison à cette femme? Henri leva les mains en l'air. Tante, je peux t'expliquer. Il y avait un problème de trésorerie, j'ai transféré l'argent là-bas, puis je comptais le remettre. Quand? Ai-je demandé en intervenant. Alors que l'entreprise était en faillite. Sans attendre de réponse, je me suis tourné vers mon cousin Marc, qui se tenait à l'autre bout de la pièce. Marc était le jeune entrepreneur de la famille. Il essayait de se lancer dans le secteur des technologies. Et toi, Marc, ai-je dit, il y a 2 ans, tu as demandé à Henri de te conseiller pour ton start-up. Il t'a dit de transférer tes fonds sur le compte Safarbor qu'il gérait lui-même, afin que tu sois exonéré d'impôts. Marc s'est avancé, inquiet. Oui, mon argent est là, Henri m'envoie des rapports mensuels. Dame, rapport virtuel, ai-je répondu sans ménagement. J'ai sorti une clé USB de ma poche et l'ai branchée sur l'ordinateur portable posé sur la table. Je n'ai pas affiché de graphique à l'écran, mais je me suis tourné vers Marc et lui ai dit la vérité. Ce compte n'a jamais existé, Marc. Les 500 000 € que tu as envoyés ont été transférés le jour même aux îles Caïmans pour couvrir les dettes de jeu d'Henri. Les graphiques sophistiqués qu'il t'a envoyés ne sont que de simples mensonges créés dans Excel. Marc a répondu non, et s'est précipité vers Henri. Où est mon argent, Henri? C'était toutes mes économies. La pièce s'agita soudainement. Les membres de la famille fidèle qui se tenaient derrière Henri quelques instants auparavant l'entouraient désormais comme des loups affamés. Chacun réclamait son dû, ses pertes, mes dividendes, la vente du terrain à Lyon, les dons à la fondation. Henri, enfoncé dans son fauteuil, essayait de se protéger la tête avec ses mains. Tout ça, c'est des mensonges. Ce sont des calomnies. Camille a trafiqué les documents, criait-il, mais personne ne l'écoutait. Quant à moi, j'observais ce chaos en silence, tel un phare au milieu d'une tempête. Voilà, le pouvoir ne s'acquiert pas uniquement par le rang ou l'argent. Le pouvoir s'acquiert en détenant la vérité. Henri pensait pouvoir acheter la loyauté avec de l'argent. Mais maintenant que l'argent était épuisé, il voyait à quel point cette loyauté était fragile. Si, en regardant cette vidéo, vous vous dites « ma famille ne ferait jamais ça », réfléchissez-y à 2 fois. La confiance, c'est bien, mais le contrôle, ça vous maintient en vie. Les gens comme Henri utilisent la confiance aveugle de leurs proches comme une arme. C'est pourquoi vous ne devez jamais, au grand jamais, confier à 100% le contrôle de votre vie financière à quelqu'un d'autre, que ce soit votre cousin ou votre conjoint. Car la trahison vient toujours de ceux qui vous sont les plus proches.
Et quand elle survient, si vous n'y êtes pas préparé, elle ne vous attriste pas seulement, elle vous détruit. C'est la raison pour laquelle je raconte cette histoire, pour vous ouvrir les yeux. Au milieu du chaos, la voix du notaire Lemaire retentit. « Silence, s'il vous plaît. » Lemaire fit taire tout le monde en tapant du poing sur la table. Mes proches reculèrent, le souffle coupé, le visage rouge de colère. Henri, la cravate de travers, les cheveux en bataille, ressemblait à un enfant sans défense. « Mesdames et messieurs, dit le maire en me jetant un regard, à la lumière des preuves présentées par l'amiral Rochefort, l'exécution du testament est suspendue pour le moment. » Cependant, le maire s'interrompit. Il retira ses lunettes et sortit un mouchoir de sa poche pour essuyer ses verres. Cependant, il existe une deuxième enveloppe que mon grand-père Louis Rochefort m'a remise une semaine avant sa mort en me disant « Elle ne sera ouverte que si la trahison d'Henri est prouvée. » Henri leva la tête. Y avait-il une dernière lueur d'espoir dans ses yeux, ou plutôt une peur encore plus grande? Une deuxième enveloppe? Demanda tante Solange, la voix encore tremblante. Oui, répondit le maire. Monsieur. Louis avait remarqué des anomalies dans l'entreprise ces derniers temps. Mais il n'en était pas certain. Il a donc laissé cette enveloppe comme une police d'assurance. Le maire sortit de la poche secrète de son sac une enveloppe en velours noir scellée d'un cachet noir. Un seul mot était écrit à la main sur l'enveloppe, justice. Même moi, je ne m'y attendais pas. Mes services de renseignement étaient efficaces, je connaissais tous les faits et gestes d'Henri, mais j'ignorais toute cette dernière initiative de mon grand-père. Une étrange chaleur m'envahit. Même. Alité, cet homme âgé avait élaboré un plan pour préserver l'honneur de la famille. Le maire brisa le sceau. Henri recula comme si un monstre allait sortir de cette enveloppe. « Ne le lise pas !» cria-t-il sans raison. « Ne le lise pas !» Mais le maire commença à lire, et la première phrase qu'il lut suffit à glacer le sang de tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Ce n'était pas seulement un partage d'héritage, c'était l'aveu que mon grand-père connaissait le secret le plus sombre d'Henri. « Ma chère famille », commençait la lettre, écrite comme si elle venait de la voix paternelle de mon grand-père. « Si vous écoutez ces lignes, c'est que mes craintes se sont réalisées et qu'Henri a succombé à sa cupidité. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Henri n'a pas seulement joué avec l'argent pour s'emparer de l'entreprise, il a aussi joué avec mon... » Le maire s'interrompit. Il déglutit. Son regard parcourut les lignes, puis il se tourna vers Henri, terrifié. L'atmosphère de la pièce changea brusquement. Les délits financiers, la fraude, tout cela était oublié. Il y avait désormais dans l'air l'odeur d'un crime bien plus grave, bien plus mortel. « Le tien ?» demanda Marc dans un murmure. Le maire a poursuivi. « Je sais aussi qu'il a joué avec mes médicaments. » À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Henri a crié mensonge et s'est précipité vers la table pour essayer de prendre la lettre des mains de le maire. Mais j'étais là. Je me suis interposé comme une ombre. D'un coup de poing violent dans la poitrine, j'ai cloué Henri à sa chaise. « Assieds-toi, Henri, » ai-je dit. Ma voix n'était plus glaciale. Elle était brûlante. « Assieds-toi et écoute. Si vous pensez que cette histoire n'est qu'une question d'argent, vous vous trompez. Il s'agissait d'un meurtre. C'était l'histoire d'un petit-fils qui avait lentement empoisonné son propre grand-père afin d'hériter plus tôt. Et la preuve, écrite de la main même de la victime, se trouvait sur la table. C'était la fin pour Henri, mais mon travail n'était pas encore terminé, car cette lettre n'était qu'une accusation. Je devais la prouver, et j'avais bien préparé ma leçon. Je vais vous raconter comment j'ai prouvé cette terrible suspicion. À mon grand-père est la dernière manœuvre écœurante qu'Henri a faite pour échapper à cette accusation. Abonnez-vous à la chaîne, car la balance de la justice pèse désormais la mort. La pièce était glaciale. Les mots argent, titre de propriété, action qui volait dans les airs quelques instants auparavant avaient laissé place à un silence de mort. L'esprit humain est étrange. Il peut accepter d'être escroqué, s'indigner de la perte d'argent, mais lorsqu'il est confronté à la réalité que la personne assise à côté de lui, qui mange à la même table, pourrait être un meurtrier. À ce moment-là, la logique est mise hors service et une peur primitive s'installe. Henri s'était affalé sur son siège sous l'effet du coup que je lui avais asséné à la poitrine, mais ses yeux étaient toujours grands ouverts. Il voulait protester, crier mensonge. Mais le papier scellé noir que tenait le notaire le maire lui serrait la gorge comme une main invisible. « Continuez, le maire, dis-je sans quitter Henri des yeux. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir ce que contiennent ces gélules qu'Henri lui apporte chaque jour sous le nom de vitamines spéciales. » Le maire, les mains tremblantes, tint la lettre à la lumière et continua à lire. La voix de mon grand-père Louis semblait sortir de la bouche de le maire. Une voix fatiguée, blessée, mais qui criait la vérité même après sa mort. Mon cœur avait commencé à battre de plus en plus irrégulièrement ces derniers mois. Les médecins attribuaient cela à mon âge, mais je connais mon corps. Ce n'était pas une fatigue naturelle. C'était une crise artificielle qui commençait à chaque fois exactement 2 heures après la visite d'Henri et qui me serrait la poitrine comme un étau.
À chaque visite, Henri me donnait ses gélules jaunes en me disant « Grand-père, je les ai rapportées de Suisse, elles te redonneront de l'énergie ». Au début, je lui faisais confiance. C'était mon sang. Mais un jour, après qu'il eut quitté la chambre, je n'ai pas avalé le médicament. Je l'ai retiré de sous ma langue et je l'ai caché. Un sanglot retentit dans le salon. Tante Solange, la bouche couverte de ses mains, regardait Henri avec horreur. Le maire poursuivit « J'ai envoyé cette capsule à un laboratoire indépendant à Zurich par l'intermédiaire d'un vieil ami. Lorsque j'ai reçu les résultats, j'ai ressenti dans mon âme une douleur plus grande encore que celle que je ressentais dans mon cœur. Ces capsules n'étaient pas des vitamines. Elles contenaient une forte dose de digoxine, un poison qui perturbe le rythme cardiaque et qui, à forte dose, provoque un arrêt cardiaque. Henri essayait d'accélérer ce que la nature ne pouvait pas faire. Il était en train de me tuer. Le maire se tut. Il posa lentement la lettre sur la table. À ce moment-là, tous les regards dans la pièce se fixèrent sur Henri. Il n'y avait plus de colère dans ses regards, mais du dégoût. Il le regardait comme on regarde un insecte, une peste. Henri grogna comme un animal acculé. « C'est absurde !» cria-t-il d'une voix chevrotante. Mon grand-père était paranoïaque. Il était vieux, il perdait la tête. Il a dû mélanger ses médicaments. Je n'ai essayé que de lui faire du bien. Où est ce rapport? Où est-il? Il n'y a pas de rapport, seulement les délires d'un vieillard sénile. C'était le moment que j'attendais. Le déni. Je me suis lentement penché vers la table, près du dossier bleu et du cahier à la couverture noire. J'ai sorti du fond du dossier un document portant l'hologramme officiel du laboratoire médical du canton de Zurich. Le rapport est là, Henri, dis-je calmement. Je levai le document en l'air. Date 14 février. Propriétaire de l'échantillon Louis Rochefort. Résultat de l'analyse, une dose mortelle de digoxine synthétique a été détectée dans le contenu de la capsule. Signé, tamponné et prêt à être utilisé comme preuve devant un tribunal. Le dernier soupçon de couleur disparut du visage d'Henri. Ses lèvres tremblaient. Mais que pensais-tu, Henri? Lui demandai-je en faisant un pas vers lui. Sais-tu ce que mon grand-père a fait après avoir reçu ce rapport? Il m'a appelé. Oui, il a appelé son petit-fils insignifiant et inutile. Parce qu'il savait que dans cette famille, j'étais la seule personne en qui il pouvait avoir confiance, la seule qui ne pouvait être achetée avec de l'argent. Je me mis à faire les 100 pas au milieu de la pièce. Le bruit de mes pas résonnait sur le parquet. Il m'a dit « Camille, Henri essaie de me tuer. Mais si je meurs maintenant, c'est lui qui gagnera. Il prendra l'entreprise, l'argent, tout. Et je ne peux pas laisser cela arriver. » C'est ce jour-là que mon grand-père et moi avons élaboré ce plan. Il a continué à faire semblant de prendre ses médicaments. Quant à moi, j'ai commencé à te suivre dans l'ombre. Je me suis penché vers Henri, mon visage si près du sien que je pouvais sentir son souffle haletant de peur sur ma peau. Tu te souviens de ton infirmière spéciale, Henri, celle que tu as embauchée sans référence, celle qui ne quittait jamais mon grand-père? Ce n'était pas une infirmière, c'était le lieutenant Sophie, des services secrets de la marine. Elle a enregistré chaque fois que tu as mélangé cette poudre à l'eau de mon grand-père, chaque fois que tu es entré dans la chambre. Henri gémit, non. Non, c'est impossible. Impossible, dis-je en riant. Je sortis une photo de ma poche et la jetai sur ses genoux. Sur la photo, on voyait clairement Henri en train de mélanger quelque chose dans la cruche posée près du lit de mon grand-père. La date et l'heure étaient indiquées dans le coin inférieur droit. C'est une tentative de meurtre, Henri. Une tentative de meurtre préméditée, délibérée et commise de sang-froid. Mon grand-père est mort de mort naturelle, paisiblement dans son sommeil, parce que le lieutenant Sophie a changé l'eau que tu avais empoisonnée à chaque fois. Mais ton intention, ton acte et ton crime sont avérés. La pièce semblait tourner autour d'Henri. Il passa ses mains dans ses cheveux et baissa la tête. Je voulais juste. Que voulais-tu seulement? Et je rugis. Ma voix s'était élevée pour la première fois, et elle était aussi tranchante et effrayante que les ordres donnés par un amiral dans une mer déchaînée. Tu voulais simplement toucher ton héritage plus tôt. L'entreprise coulait, les usuriers étaient à ta porte et la mort de mon grand-père était ta seule issue, c'est ça? Mes proches reculèrent, terrifiés. Tante Solange faillit s'évanouir, ses cousins la retinrent. Marc, pris de nausée, se couvrit la bouche et sortit précipitamment de la pièce. Je voudrais maintenant vous poser une question. Dans votre vie, avez-vous déjà vu ce qui était sacrifié au nom de l'héritage? Peut-être que personne n'est allé aussi loin qu'Henri, mais avez-vous déjà vu des gens se transformer en monstres dès qu'il s'agissait d'argent? Si oui, écrivez oui. Dans les commentaires. Parce que vous n'êtes pas seul. Et si vous savez des aînés dans votre famille, veuillez les regarder non seulement avec amour, mais aussi avec attention. Parfois, le plus grand danger est le parent qui entre dans la pièce avec le sourire le plus affectueux. Henri leva la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de résignation. Tu vas me mettre en prison? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Ton propre cousin? Je ne vais pas t'envoyer en prison, Henri. Dis-je en ajustant ma veste.
C'est ta propre cupidité qui t'y a envoyé. Je suis juste venu fermer la porte à clé. À ce moment-là, des sirènes se mirent à retentir devant la porte d'entrée du manoir. Dame lumière bleue et rouge pénétrait dans le salon par les hautes fenêtres et dansait sur le visage d'Henri. Tu entends? Ai-je dit. Ce bruit, c'est pour toi. Et crois-moi, les procureurs militaires ne sont pas aussi gentils que les policiers civils. Surtout quand il s'agit de corruption dans les marchés publics militaires et d'empoisonnement d'un ancien combattant. Le notaire Lemaire se leva. Il ferma son dossier. Je pense que ma mission ici est terminée, dit-il d'un ton officiel. Je commencerai les procédures de renonciation à l'héritage et de plainte pénale demain matin. Henri bondit. Je vais m'enfuir, pensa-t-il peut-être un instant. Il se précipita vers la fenêtre. Mais avant même d'avoir pu faire un pas, les doubles portes du salon s'ouvrirent dans un grand fracas. Ceux qui entrèrent n'étaient pas des policiers ordinaires. Avec leurs uniformes bleu foncé, leurs armes automatiques et leurs cagoules, c'était l'équipe d'intervention spéciale de la gendarmerie nationale. Et en tête marchait une femme grande, vêtue en civil. Henri la reconnut. Infirmière, dit-il avec surprise. La femme sourit, mais ses yeux étaient glacés. Lieutenant Sophie, je suppose que vous voulez dire, monsieur Rochefort. Henri s'effondra sur place. Le jeu était terminé. Mais pas pour moi. L'arrestation d'Henri n'était que la première étape de la justice. Les autres complices silencieux. Dans cette pièce et le vaste réseau au sein de l'entreprise. Tout devait être éliminé. Maintenant, vous allez voir comment Henri a été expulsé de cette maison, comment cet homme d'affaires intouchable a été traîné menottes au poignet et comment j'ai fait le premier pas qui allait ébranler les fondations de cet empire corrompu. L'héritage, ce n'est pas seulement de l'argent, mes amis. L'héritage, c'est parfois une mission. Et ma mission ne fait que commencer. Le bruit métallique des menottes qui se referment sur les poignets. Clic. C'est la phrase la plus courte mais la plus définitive au monde. Lorsque ce bruit retentit, la discussion prend fin. Les titres disparaissent et il ne reste plus qu'un suspect. Henri. Le lieutenant Sophie lui passa les menottes dans le dos, il ne put ni résister ni s'échapper. L'homme qui rugissait et proférait des menaces quelques instants auparavant ressemblait désormais à une marionnette dont l'âme s'était échappée. Son regard était vide, ses lèvres remuaient sans émettre le moindre son. Peut-être pensait-il encore au code de son compte secret en Suisse ou à ce qu'il allait dire à sa maîtresse. Henri Rochefort, dit le lieutenant Sophie d'une voix aussi impassible que celle d'un greffier. Vous êtes en état d'arrestation pour corruption dans les marchés publics. En vertu de l'article 321 du Code pénal français, pour tentative d'homicide volontaire. En vertu de l'article 221A5 et pour escroquerie aggravée. Vous avez le droit de garder le silence. Les policiers des forces spéciales ont saisi Henri par les bras. Ils l'ont arraché à cette magnifique table en acajou, au centre du pouvoir qui l'aimait tant. Henri a jeté un dernier regard en arrière en sortant de la pièce. Il m'a regardé. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Seulement une profonde stupéfaction et la question comment. Pourquoi? Murmura-t-il. Nous sommes une famille, Camille. Pourquoi? Je me suis approché de lui. Je me suis arrêté sur le seuil, entre les policiers. Je l'ai regardé une dernière fois, parce que, Henri, ai-je dit, pour que ce soit les derniers mots qu'il entende dans cette maison. Une famille ne s'empoisonne pas mutuellement. Une famille se protège mutuellement. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai protégé mon grand-père contre toi. Henri baissa la tête. Les policiers l'ont traîné dehors et l'ont emmené dans le véhicule blindé qui attendait. La pluie s'était intensifiée. Le costume italien coûteux dont Henri était si fier était trempé en quelques secondes. Cet homme d'affaires intouchable n'était plus qu'un criminel recroquevillé sur la banquette arrière, trempé et pitoyable. Alors que les sirènes s'éloignaient, je retournai dans le salon. Le lieutenant Sophie n'était pas parti. Avec son équipe, elle saisissait les ordinateurs, les coffres-forts et les documents de la maison. Amiral, dit Sophie en me saluant brièvement. Les perquisitions ont commencé à l'étage des bureaux. Une descente est également en cours au siège de Rochefort Construction. Le procureur a saisi tous leurs biens. Merci, lieutenant. Ai-je répondu. Faites votre travail. Ne négligez pas le moindre bout de papier. Pendant que Sophie et son équipe continuaient leur travail, je retournai vers le tas de décombres qui se trouvait au milieu du salon, mes proches. Tante Solange, Marc, les autres cousins. Ils étaient tout figés comme des statues de cire. Henri était parti, mais leur peur n'avait pas disparu. Au contraire, elles avaient augmenté. Car quand Henri était là, ils avaient quelqu'un à blâmer. Maintenant, Henri n'était plus là, et ils se retrouvaient tout face à la réalité, ils étaient complices du crime. Je me dirigeai d'un pas lourd vers la table. Non pas vers la chaise où Henri était assis quelques instants auparavant, mais vers la place d'honneur où mon grand-père s'asseyait toujours. Je ne m'assis pas. Je posai simplement mes mains sur la table et les regardai. Camille, dit tante Solange, la voix tremblante.
Elle s'essuyait les yeux avec son mouchoir. Nous ne savions rien. Crois-nous. Henri nous a trompés. Ces médicaments. Ce poison. Mon Dieu, comment a-t-il pu faire ça? Vous ne saviez pas, tante? Ai-je demandé d'une voix calme. Ou vous ne vouliez pas savoir? Que veux-tu dire? S'écria Marc, sur la défensive. Nous sommes les victimes ici. Il nous a volé notre argent. Il nous a trompés. Oui, il vous a volé votre argent. Ai-je répondu. Mais quand il vous a donné cet argent, vous ne lui avez pas demandé d'où il venait. Quand Henri vous offrait des vacances de luxe, des voitures de luxe, des chèques pour des travaux de rénovation, personne ne lui a demandé d'où vient cet argent. Lorsque la société a annoncé ses pertes, vous n'avez pas remis en question les dividendes élevés versés sur vos comptes. Vous vous êtes tu, parce que se taire était profitable. Un silence de mort s'est à nouveau abattu sur la salle. Personne n'osait me regarder dans les yeux. Fermer les yeux sur un crime, c'est en être complice. Ai-je dit en articulant chaque mot. Même si ce n'est pas légalement, vous êtes les complices d'Henri sur le plan moral. Pendant que mon grand-père mourait, vous passiez vos vacances avec l'argent qu'Henri vous avait apporté. Le notaire Lemaire, assis dans son fauteuil au coin de la pièce, acquiesça d'un signe de tête. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demanda un jeune cousin, la voix tremblante. Nos maisons? Nos comptes? L'entreprise? Je pris une profonde inspiration. C'était là le plus difficile. La justice pouvait parfois faire du mal à ceux qui semblaient innocents. À partir de maintenant, dis-je d'un ton officiel, Rochefort Construction et tous ses actifs ont été saisis par l'État. Tous les comptes bancaires ont été gelés, y compris le titre de propriété de cette maison. Quoi? S'écria Solange. Vous nous mettez à la rue. Votre propre famille? Ce n'est pas moi qui vous mets à la rue. Ai-je répondu. C'est la cupidité d'Henri et votre négligence qui vous y ont conduit. Cette maison a servi de cadre à un processus de rénovation financé par des revenus illicites. Elle appartient à l'État jusqu'à la fin de l'enquête. C'est là que je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque justice est faite, tout le monde n'est pas heureux, comme dans les films. Parfois, la justice détruit votre zone de confort. Parfois, la justice vous oblige à repartir de zéro. Mais croyez-moi, il vaut mieux vivre dans une cabane construite sur la vérité que dans un palais bâti sur des mensonges. Car cette cabane résistera même à la plus violente des tempêtes. Le palais d'Henri s'est effondré. Nous verrons maintenant qui pourra sortir vivant de ces décombres. Je vais vous donner une chance. Ai-je dit avant que la panique ne s'empare complètement de la pièce? Je suis là, et pendant toute la durée de l'enquête, je prendrai la direction de l'entreprise en tant qu'administrateur provisoire. Les yeux de Marc se sont illuminés, une lueur d'espoir est apparue. Vous voulez dire, vous pouvez sauver l'entreprise. Vous pouvez récupérer notre argent. Pas l'entreprise. Ai-je répondu sèchement, anéantissant immédiatement ses espoirs. Je vais sauver le nom de mon grand-père. L'entreprise sera liquidée. Les bâtiments délabrés seront démolis, les victimes seront dédommagées. Et s'il reste quelque chose, ce dont je doute, alors nous en reparlerons. Je rassemblai mes dossiers. Je n'avais plus rien à leur dire. Maintenant, dis-je en me dirigeant vers la porte, rentrez tous chez vous. Et priez pour que l'équipe du lieutenant Sophie ne trouve pas dans l'ordinateur d'Henri un document portant également votre signature. Je les ai laissés seuls avec leur peur et leur incertitude et je suis sorti du salon. En marchant dans le couloir, je me suis arrêté devant le portrait de mon grand-père. Le vieil homme sage sur la peinture à l'huile semblait me sourire. Il semblait dire « Bravo, mon garçon, tu as nettoyé la maison ». Mais le nettoyage n'était pas terminé. Henri n'était qu'un pion. Il y avait des acteurs plus importants qui permettaient à l'entreprise d'obtenir ses contrats pourris, qui lui ouvraient la voie au ministère et qui dissimulaient les contrôles. Le Pierre dont Henri parlait en criant « Appelle Pierre ». Lors de son arrestation, mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Ce n'était pas ma ligne cryptée, mais mon numéro personnel. Je l'ai ouvert. Amiral Rochefort, dit la voix à l'autre bout du fil. Une voix grave, métallique, modifiée. Vous avez sacrifié votre cousin. C'était un spectacle impressionnant. Mais vous rendez-vous compte que vous avez gâché le jeu? Ces contrats n'appartenaient pas seulement à Henri. Cet argent ne revenait pas seulement d'Henri. J'ai souri. Les menaces. Le dernier refuge des faibles. Qui êtes-vous? Je ne posais pas la question. Parce que je le savais, votre tour viendra. Ai-je dit calmement. Pierre. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. La respiration s'arrêta. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse son nom. C'était un avertissement, amiral. A dit la voix d'un ton plus dur. Retirez-vous. Sinon, Henri ne sera pas le seul coupable dans ce dossier. J'ai raccroché. Oui, mes amis, Henri est peut-être en prison, mais la vraie guerre commence maintenant. Parce que nous n'avons pas écrasé la tête du serpent, nous avons seulement coupé sa queue. Dans un instant, vous verrez comment j'ai déchiffré le réseau obscur derrière Henri.
Ces relations sordides qui s'étendent dans les couloirs bureaucratiques de Paris. Et croyez-moi, cette fois-ci, l'ennemi n'est pas un cousin stupide, mais une ombre qui s'est infiltrée dans l'État. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que la justice n'est qu'un début. Abonnez-vous et activez la cloche, car dans quelques instants, le chasseur se lancera à la poursuite d'une proie bien plus grande et dangereuse. Lorsque j'ai raccroché, l'écho de cette voix métallique à l'autre bout du fil est resté gravé dans mon esprit. Pierre. Ce nom était synonyme d'ami, de protecteur, d'ange gardien pour la famille Rochefort. Pendant des années, Henri n'avait cessé de le répéter, j'étais en train de déjeuner avec Pierre. Pierre va s'occuper de l'appel d'offres. Pierre ouvre toutes les portes au ministère. Mes proches pensaient qu'il s'agissait d'un puissant ami bureaucrate d'Henri. Mais moi, je savais très bien qui il était. Pierre Delacroix. Sous-secrétaire d'État à la Défense. Sous la pluie grise de Paris, je suis monté dans ma berline noire blindée qui m'attendait devant le manoir. Le lieutenant Sophie était assise au volant. Elle avait retiré son uniforme et enfilé des vêtements civils, mais son regard restait celui d'une femme en mission. « Où allons-nous, amiral » demanda-t-elle en me regardant dans le rétroviseur. « Au quartier général » ? « Non, lieutenant, » répondis-je en regardant par la fenêtre les rues mouillées de Paris. « Nous allons faire une descente. Conduisez-nous boulevard Saint-Germain au club Le Cercle. » Sophie fut surprise. « Pardon ? Delacroix est là-bas. Et nous y allons sans protection. Cet homme a même des agents dans les services de renseignement. Nous n'avons pas besoin de protection, répondis-je en vérifiant la petite clé USB noire dans ma poche intérieure. Parce que nous avons entre les mains quelque chose de plus mortel que n'importe quelle arme sapeur. Le Cercle. Le club privé le plus élitiste et le plus fermé de Paris, accessible uniquement sur invitation. L'endroit où les ministres, les grands industriels et les magnats des médias fument des cigares et décident du destin du pays autour d'un verre de whisky. Les agents à l'entrée ont tenté de m'arrêter, mais lorsque je leur ai présenté ma carte d'identité d'amiral, leurs expressions arrogantes ont laissé place à une panique respectueuse. Je suis entré. Une forte odeur de tabac, le grincement des fauteuils en cuir et le tintement des verres en cristal. Dans la pénombre, je l'ai aperçu dans le coin, dans une loge privée. Pierre Delacroix. La cinquantaine, les cheveux argentés coiffés en arrière, il portait un smoking impeccable. Il était accompagné de 2 hommes, mais lorsqu'il m'aperçut, il leur fit signe et ils s'éloignèrent. Pierre était calme, comme s'il m'attendait. Il prit une gorgée de cognac et me fit signe de m'asseoir sur la chaise vide en face de lui. « Amiral Rochefort, » dit-il de sa voix veloutée mais menaçante, « j'admire votre courage. Vous êtes là seulement 1 heure après ma menace. » Je me suis assis en face de lui. Je n'ai pas retiré mon manteau. Je n'étais pas venu ici pour rester. Les menaces, c'est pour ceux qui ont quelque chose à perdre, Pierre, dis-je. Je n'ai rien à perdre. Tu crois que je me soucie de ma famille, de ma réputation ou de ma carrière? Pierre rit. Un rire bref et méprisant. Ah, le soldat idéaliste. Qu'as-tu accompli en faisant arrêter Henri, Camille? Tu as annulé un appel d'offres. Tu as peut-être économisé quelques millions d'euros. Mais le système, c'est moi. Henri s'en va, Jean arrive. Jean s'en va, Philippe arrive. Tu essaies de vider la mer à la cuillère. Il se pencha en avant, plissa les yeux. Tu ne peux pas m'arrêter non plus. Tu n'as aucune preuve contre moi. Les aveux d'Henri, ils seront considérés comme les divagations d'un fou. Mes signatures, elles ont toutes été apposées par mes mandataires. Je suis un fantôme, Camille. Je suis intouchable. C'était là sa plus grande erreur. Ceux qui se sentent les plus puissants sont en réalité les plus aveugles. Tu as raison, dis-je en me calant dans mon siège. Légalement, il n'y a pas de lien direct entre les crimes d'Henri et toi. Sur le papier, tu es innocent. Pierre sourit comme s'il avait remporté une victoire. Alors pourquoi es-tu ici? Pour conclure un accord, pour obtenir un meilleur poste au ministère, peut-être une médaille. Je l'interrompis. Non, je suis ici parce que je veux te montrer un truc. Je sortis mon téléphone de ma poche et le posai sur la table. Je tournai l'écran vers lui. Il n'y avait ni numéro de compte bancaire ni document confidentiel à l'écran. Seulement une carte GPS. Et sur cette carte, un petit point rouge clignotant au large de la Méditerranée. Le sourire de Pierre s'est effacé. Qu'est-ce que c'est? C'est, ai-je répondu, la position actuelle du yacht que tu considères comme un fantôme. La fantôme. Au large de la Corse. Pour la première fois, une véritable inquiétude apparut sur le visage de Pierre. Que fais-tu sur mon yacht? C'est une propriété privée. Nous savons ce qu'il contient, Pierre. Murmurai-je. Les compartiments secrets où Henri a caché l'argent qu'il a détourné de son entreprise de construction. Et surtout, sais-tu qui contrôle ce yacht actuellement? Pierre tenta d'attraper son téléphone, mais je continuai. N'appelle pas. Le capitaine ne répondra pas. Parce qu'il y a actuellement des commandos SAT de la marine française à bord du yacht.
Les excuses de haut international ou de la propriété privée ne tiennent pas la route lorsqu'il s'agit d'une menace pour la sécurité nationale. Pierre, et nous n'avons pas seulement trouvé de l'argent sur ce yacht. Je me suis penché vers la table et j'ai plongé mon regard dans le sien. Nous avons trouvé l'original du célèbre carnet noir que Henri tenait en ton nom. Le verre que Pierre tenait à la main trembla. Le cognac se renversa sur la table. Cet homme intouchable, ce maître des ombres, pâlit soudainement et se transforma en un vieil homme. Henri, a-t-il sifflé. Il avait dit qu'il avait détruit ce stupide carnet. Henri était un idiot, mais il ne vivait pas sans assurance. Répondis-je. Ce carnet ne contient pas seulement ton nom, mais aussi ceux de tes autres associés au ministère, des juges que tu as soudoyés, des journalistes que tu as réduits au silence. Avec les dates, les montants et les reçus signés. Pierre essaya de se lever. C'est un coup d'État. Tu fais un coup d'État contre l'État. Non, répondis-je en me levant à mon tour. Je nettoie l'État. Dame parasite comme toi. Les yeux de Pierre balayèrent la pièce. Il pensait peut-être appeler ses gardes du corps ou s'enfuir. Mais 2 policiers en civil apparurent à la porte du cercle. Ce n'étaient pas les agents spéciaux qui avaient arrêté Henri. C'étaient les détectives les plus chevronnés du bureau des enquêtes financières. Pierre Delacroix, dis-je, ma voix n'était plus un murmure, mais un verdict. Le jeu est terminé. Le ministre vient de lever personnellement ton immunité. J'ai enregistré cet appel téléphonique, ta menace, et je l'ai fait écouter au ministre. De ta propre voix, tu t'es pendu toi-même. Pierre s'effondra dans son fauteuil. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis ce pays. Vous n'êtes pas ce pays, dis-je en me retournant et en m'éloignant. Vous n'êtes qu'une tique sur le dos de ce pays. Et nous sommes très doués pour éliminer les tiques. En sortant du club, je n'ai même pas regardé Pierre se faire emmener par les policiers, car je savais que la chute de Pierre allait provoquer un séisme à Paris. Ce séisme allait ébranler non seulement le ministère, mais aussi les médias et le monde des affaires. Mais la vraie question était, Pierre allait-il parler? Les autres noms inscrits dans ce cahier noir allaient-ils abandonner aussi facilement que Pierre? Si vous pensez qu'il s'agissait seulement d'une querelle familiale, vous vous trompez. Il s'agissait d'une opération de nettoyage. Et avec la chute de Pierre, les dominos ont commencé à tomber. Cependant, lorsque Pierre a été arrêté, il m'a lancé un dernier regard. Ce regard ne reflétait aucune peur. Il y avait un sourire sournois dans ce regard. Comme s'il disait tu penses avoir gagné, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as déclenché. Lorsque je suis monté dans la voiture, le visage du lieutenant Sophie était tendu. Amiral, m'a-t-elle dit en me tendant sa tablette. La nouvelle de l'arrestation de Pierre n'a pas encore été annoncée, mais il y a une anomalie dans ses mouvements bancaires. Je regardai la tablette, et mon sang se glaça. D'un million d'euros s'évaporaient en quelques secondes des comptes de Rochefort Construction, qui auraient dû être gelés. Quelqu'un, un initié, avait contourné le système. Le plan B de Pierre était en marche. Qui détourna l'argent? Et surtout, où allait cet argent? La réponse à cette question nous mènera loin de Paris, vers un ennemi auquel nous ne nous attendions pas. Si vous êtes prêt à suivre la trace de l'argent, retenez votre souffle, car l'ennemi est beaucoup plus proche de nous que nous ne le pensions. N'oubliez pas de suivre la chaîne. Pierre est tombé, mais le front le plus coûteux de la guerre vient de s'ouvrir. Assis sur la banquette arrière de la voiture, en regardant la tablette que m'avait tendue le lieutenant Sophie, je ne ressentais pas de la colère. C'était de l'admiration pure, car les chiffres qui défilaient à l'écran n'étaient pas le résultat d'un simple vol, mais d'une œuvre d'art. Les comptes sont en train d'être vidés, amiral, dit Sophie d'une voix tendue. Ses doigts volaient sur le clavier. Celui qui a fait ça n'a pas piraté le pare-feu des banques. Il a utilisé directement la clé. C'est comme s'il était entré dans la banque en agitant les bras. Le montant? Demandai-je. 45 millions d'euros jusqu'à présent. Et ça continue d'augmenter. L'argent est transféré vers Singapour via les îles Caïmans, puis vers des portefeuilles cryptés intraçables. Amiral, je ne peux pas l'arrêter. Le système me rejette. Je fermai les yeux. Henri était en prison. Pierre était en détention provisoire. Alors, qui détenait cette clé? La clé de mon grand-père était chez moi, dans le coffre-fort. Le directeur financier de la société était en détention. Il ne restait qu'une seule possibilité. La localisation, dis-je en ouvrant les yeux. Trouve la localisation physique du transfert, Sophie. L'adresse IP, la tour de signal, tout ce que tu peux trouver. Sophie regarda l'écran pendant quelques secondes supplémentaires. Puis elle s'arrêta. Une expression étrange apparut sur son visage. C'est impossible, murmura-t-elle. Quoi? Le signal n'est pas mobile. Et il est très proche. Au nord de Paris, à l'aéroport du Bourget, au terminal des jets privés. Le Bourget, cette porte luxueuse que les riches utilisent pour fuir le pays sans poser de questions. Roule, Sophie, dis-je, et préviens le ministère de la Défense qu'il ne laisse aucun avion décoller de ce terminal. S'il le faut, qu'il détruise la piste.
Alors que la voiture filait comme une balle dans le trafic nocturne de Paris, j'essayais de rassembler les pièces du puzzle dans mon esprit. Qui avait autant de pouvoir et de connaissances technologiques? Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai vu un petit jet avec les moteurs en marche devant le hangar privé au bord de la piste. Un Gulfstream G650. Il n'y avait pas le logo de la société Rochefort sur la queue. C'était un avion de location. Avant même que la voiture ne s'arrête, j'ai ouvert la porte et j'ai sauté sous la pluie. Sophie a sorti son arme et m'a suivi. À la porte du hangar, j'ai aperçu une silhouette qui courait vers l'avion, un sac noir pour ordinateur portable à la main. Une silhouette jeune, mince, vêtue d'un trench coat. Arrêtez, ai-je crié. Ma voix a couvert le bruit des moteurs à réaction. La silhouette s'est arrêtée. Elle s'est lentement retournée vers nous. Et quand j'ai vu son visage, j'ai compris à quel point la trahison d'Henri était amateur. La personne qui se tenait devant moi était Marc. Oui, Marc. Ce cousin. Innocent qui pleurait. Henri m'a volé mon argent pour ma start-up, qui s'en prenait à Henri, qui se jetait par terre en disant nous sommes des victimes. Marc a souri. Mais ce n'était pas le sourire du garçon malmené lors de cette réunion. C'était le sourire d'une pure méchanceté, d'une pure arrogance. Tu es en retard, Camille, a-t-il crié. Le transfert est à 98%. Quand je monterai dans l'avion et que je quitterai l'espace aérien national, cet argent aura disparu. Je me suis approché de lui. Sophie avait pris position. Toi, dis-je, incapable de cacher ma surprise. Tu n'étais pas la victime d'Henri. Tu étais son cerveau. Marc éclata de rire. Henri? C'est idiot, il ne savait même pas lire un tableau Excel. Qui crois-tu qui a créé tous ces comptes offshore, toutes ces sociétés écrans? Henri ne faisait que signer les documents, c'est moi qui gérais l'argent. C'était une marionnette qui se prenait pour un roi. C'est moi qui tirais les ficelles. Et le théâtre? Demandai-je. Les pleurs dans la salle? Il m'a volé mon argent. Pour détourner l'attention, répondit Marc, les yeux brillants. Pendant que tout le monde était concentré sur Henri, je devais prendre le contrôle du système en arrière-plan. Pendant que tu t'occupais d'Henri, j'ai infiltré l'infrastructure numérique de l'entreprise grâce à ton autorisation de curateur en laquelle tu avais tant confiance. Pendant que tu nettoyais la maison, j'ai vidé le coffre-fort, mon cousin. Voici l'une des leçons les plus douloureuses de la vie, mes amis, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui court vers vous avec une épée à la main, mais celui qui se tient derrière vous et pleure. Nous étions focalisés sur l'arrogance d'Henri, mais le véritable poison se cachait sous le rôle de victime joué par Marc. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui se présente constamment comme une victime pour échapper à ses responsabilités, mais qui tire profit de chaque crise, méfiez-vous. Lorsque le masque tombera, le visage qui apparaîtra pourrait vous glacer le sang. Marc, dis-je calmement, tu ne peux pas monter dans cet avion. Pourquoi? Dit-il avec mépris. Tu vas me tirer dessus? Tu vas tirer sur un civil désarmé. Ton propre cousin, amiral? Les médias vont adorer ça. Il se retourna et se dirigea vers les marches de l'avion. Il leva son téléphone en l'air. Et voilà, c'est fait. L'argent est en Asie. Même si vous m'arrêtez, vous ne le retrouverez jamais. J'ai gagné, Camille. Alors qu'il posait le pied sur la première marche, je sortis de ma poche un petit appareil gris. Ce n'était pas un brouilleur de signal. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus ancien. Une radio. Tour de contrôle, dis-je dans l'appareil. Code opération, LKC. Fermez la piste. Marc s'est arrêté. Parce que les lumières de la piste se sont éteintes d'un coup. Et dans l'obscurité, des véhicules blindés sont apparus des deux côtés de la piste. Le pilote de l'avion a coupé les moteurs. Tu sais quelle est ton erreur, Marc? Lui ai-je demandé en m'approchant de lui. Tu es peut-être un génie dans le monde numérique. Mais dans le monde réel, cet avion ne peut aller nulle part tant qu'il n'a pas décollé. Et toi, tu l'as maintenu au sol en attendant que le transfert soit terminé. Marc a regardé son téléphone. L'écran était noir. Sophie venait d'activer le brouilleur qu'elle tenait dans sa main. Le transfert a été annulé, a déclaré Sophie d'une voix froide. Lorsque la connexion a été coupée, la blockchain a rejeté la transaction. L'argent est toujours en suspens, Marc. Et pour l'instant, il est entre les mains de l'État. L'expression arrogante sur le visage de Marc s'est effacée. Elle a laissé place à la détresse que j'avais vue sur le visage d'Henri. Il s'est effondré à genoux. Non, dit-il en pleurant. Cette fois, il pleurait vraiment. Camille, s'il te plaît. Je voulais juste ma part. Henri m'a forcé. Je me suis approché de lui et j'ai pris le sac de son ordinateur portable. Tu continues à jouer la comédie, dis-je avec dégoût. Henri ne t'a pas forcé. C'est toi qui as créé Henri. Et maintenant, tu vas dans son lit superposé. Les policiers emmenaient Marc, tandis que la pluie me fouettait le visage. Ma famille. L'héritage de mon grand-père. Que restait-il? Un neveu voleur, un petit-fils meurtrier, un cousin escroc. Le nom de famille Rochefort était devenu une mare de boue. Mais le nettoyage était terminé. Du moins, c'est ce que je croyais.
Le lendemain matin, assis dans mon bureau, en train d'examiner les données provenant de l'ordinateur de Marc, un dossier a attiré mon attention. Ce n'était ni un dossier créé par Henri ni par Marc. Il était beaucoup plus ancien. Il datait des années 1990. Le nom du fichier, la véritable source de l'héritage. Je l'ai ouvert. Et dès la première ligne, j'ai eu le souffle coupé. Mon grand-père Louis Rochefort. Ce héros, cet homme d'affaires honnête. Comment avait-il semé les premières graines de sa fortune? Si vous pensez qu'Henri et Marc sont mauvais, attendez, car dans un instant, nous allons affronter les fantômes du passé. Et parfois, nous apprendrons que même les personnes que nous considérons comme des héros ne peuvent pas reposer en paix dans leur tombe. Cette histoire ne concerne pas seulement la victoire sur les mauvais cousins, elle concerne la malédiction d'un argent sanglant. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Abonnez-vous car nous allons percer les secrets du passé. Le curseur clignotant de l'horloge numérique sur mon écran semblait battre au rythme de mon cœur. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais l'ancien fichier PDF numérisé sur l'ordinateur de Marc. En tant que soldat, j'avais peut-être oublié la peur, mais en tant que petit-fils, j'avais peur du fantôme de mon grand-père. Le fichier s'est ouvert. Sur la première page, un titre était écrit en caractères dactylographiés pâles, Opération Black TULIP 1994, Bosnie. Au fur et à mesure que je tournais les pages, mon estomac se nouait. Ce n'étaient pas des rapports de construction ou des tableaux logistiques. C'étaient les aveux d'un crime de guerre. En 1994, alors que les Balkans étaient plongés dans un bain de sang, les camions de Rochefort Logistique transportaient de l'aide humanitaire et des matériaux de construction vers les régions soumises à l'embargo des Nations Unies. En apparence, ils transportaient des sacs de farine et des blocs de ciment. Mais la véritable cargaison était répertoriée dans les annexes secrètes du manifeste, des obus, des caisses de munitions et des mines antipersonnelles. Mon grand-père Louis Rochefort, cet homme d'affaires honnête, ce philanthrope, il avait gagné la première et la plus grande partie de sa fortune en vendant des bombes qui s'abattaient sur des innocents. L'Empire Rochefort n'avait pas été bâti avec des briques et du mortier, mais avec des os et du sang. Je fermais les yeux. La voix de cet homme qui, dans mon enfance, me disait l'honnêteté est la plus grande richesse, Camille, résonnait dans mes oreilles. Mensonge. Tout cela n'était qu'un énorme mensonge. Henri et Marc n'étaient que les fruits empoisonnés de cet arbre pourri. Mais la racine de l'arbre. La racine, c'était mon grand-père. Sur la dernière page du dossier, j'ai vu une signature familière, celle du jeune bureaucrate qui approuvait les expéditions et les faisait passer la douane, Pierre Delacroix. La colère a laissé place à une profonde déception. Je ne pouvais pas sortir mon grand-père de sa tombe pour lui demander des comptes. Mais Pierre était toujours en vie. Et il était en garde à vue. Une demi-heure plus tard, j'étais dans la salle d'interrogatoire de la préfecture de police de Paris. Pierre était menotté à la table en fer. On lui avait retiré son smoking, il portait un survêtement gris, mais son arrogance était toujours là. Il m'a souri en me voyant. « Tu as trouvé le dossier, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé, comme s'il parlait de la météo. Je me suis assise en face de lui. J'ai jeté une copie du dossier sur la table. « Pourquoi » ai-je demandé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » Pourquoi n'as-tu rien dit quand tu as fait été Henri? Pierre s'est adossé à sa chaise. Parce que je voulais que tu profites de ce moment, Camille. C'était amusant de te voir jouer les justicières. Tu considérais ton grand-père comme un saint et Henri comme la honte de la famille. Mais Henri n'était qu'une pâle copie de ton grand-père. Mon grand-père était-il un criminel de guerre? Demandai-je, incapable de retenir le tremblement de ma voix. Ton grand-père était un homme d'affaires, répondit Pierre d'un ton sec. À cette époque, il y avait des opportunités et il les a saisies. Nous appelions cela de la logistique stratégique. Tu peux appeler cela du trafic d'armes. Il a utilisé cet argent pour développer son entreprise, vous achetez ce manoir, vous envoyez dans les meilleures écoles. Même les bases de ta carrière dans la marine, dont tu es si fier, ont été posées grâce à cet argent, Camille. Tu es le fruit de cet argent sale. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Henri et Marc. Ai-je dit? Ils étaient au courant? Henri s'en doutait, mais il s'en fichait. Marc, lui, avait trouvé le dossier. Répondit Pierre. Marc s'est servi de ce dossier pour me faire chanter. Il m'a dit intègre-moi dans le système où je dévoile l'affaire de mon grand-père. C'était un garçon intelligent. Pour protéger ton grand-père, nous avons fermé les yeux sur les larcins de Marc. Jusqu'à ce que tu viennes mettre ton grain de sel. Pierre se pencha vers la table, les yeux plissés. Que vas-tu faire maintenant, amiral? Si tu me dénonces, tu dénonceras aussi ton grand-père. Tu inscriras le nom du héros Louis Rochefort dans l'histoire comme celui d'un marchand de mort. Les fondations fermeront, le nom de ta famille sera traîné dans la boue. Tout ton héritage sera anéanti par des procès en dommages-intérêts. Il lui faisait une proposition diabolique. Brûle le dossier, murmura Pierre. Fais-moi libérer.
Présentons l'argent volé par Marc comme une erreur technique. Et récupérons-le. Utilise cet argent pour faire des œuvres caritatives, expie tes péchés. Personne n'a besoin de le savoir. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, Camille. Ton grand-père a gagné. Toi aussi, tu peux gagner. Dans le silence froid et métallique de la pièce, je prenais la décision la plus difficile de ma vie. D'un côté, l'honneur de ma famille. Cette immense fortune et un mensonge confortable. De l'autre, une réalité nue, douloureuse et destructrice. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Soyez honnête. Pour un crime commis dans le passé et désormais révolu, sacrifieriez-vous votre vie actuelle, l'avenir de vos enfants et la réputation de votre famille? Ou bien diriez-vous ce qui est fait est fait? Et choisiriez-vous d'utiliser cet argent pour faire le bien? Ce n'est pas seulement une question dans une histoire, c'est un test de conscience. J'attends votre réponse dans les commentaires, car ma réponse a été de nature à causer la perte de la famille Rochefort. Je me suis levé. J'ai pris le dossier sur la table. Tu as raison, Pierre, ai-je dit. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais tu as mal compris ce que je voulais gagner. Que vas-tu faire? Demanda Pierre, l'air inquiet pour la première fois. Vas-tu brûler ton propre héritage? Je me dirigeai vers la porte et le regardai une dernière fois avant de sortir. Mon héritage n'est pas l'argent, Pierre. Mon héritage, c'est le visage que je vois dans le miroir. Et je ne veux pas y voir l'ombre de mon grand-père. Je quittai la pièce. En marchant dans le couloir, je sortis mon téléphone. Je n'appelais pas le procureur, mais le rédacteur en chef du plus grand journal national français, Le Monde. Allô, monsieur le rédacteur en chef, ai-je dit. Je vais vous donner un scoop qui fera la une. Le titre sera La chute de l'Empire Rochefort et une confession sanglante. Lorsque j'ai raccroché, je me sentais léger comme un oiseau. Mais j'étais aussi sans domicile, sans argent et sans racines. Je ne suis pas retourné au manoir. Je n'y retournerai plus jamais. À la place, j'ai pris le train pour Marseille afin de rejoindre mon petit appartement modeste. Mais pas tout de suite. Il me restait une dernière chose à faire, les 45 millions d'euros bloqués sur le compte de Marc. Cet argent se trouvait désormais dans un fonds contrôlé par l'État. Et grâce à mon statut d'administrateur judiciaire, j'avais toujours le droit de décider de l'utilisation de cet argent. Cet argent n'irait pas au Rochefort. Il n'irait pas non plus à l'État. Il n'y avait qu'un seul endroit où cet argent devait aller. L'endroit où ces armes avaient fait des ravages. Vous allez maintenant assister au suicide d'un empire et au retour de cet argent sanglant à sa place, avec 30 ans de retard. Préparez-vous, car cette finale sera bien plus qu'un simple don. Ce sera une expiation. Le lendemain matin, Paris s'est réveillé non pas sous des nuages gris, mais sous l'ombre des gros titres. De longues files d'attente s'étaient formées devant les kiosques à journaux. Le Monde, en caractères blancs sur fond noir, criait l'un des plus grands scandales de l'histoire de France, la trahison des EROCAQFORT, la mort dans les camions d'aide humanitaire. Tout en buvant mon café dans un petit bistrot de la place Saint-Michel, j'observais les gens à la table voisine lire le journal et lancer des imprécations. « C'est honteux », disait un vieil homme. Pendant des années, ils nous ont vendu de la charité, mais en réalité, ils vendaient la mort. Personne ne savait que l'homme assis à cette table en train de siroter son café était Camille Rochefort, celui qui avait détruit cet empire, celui qui avait divulgué cette information. Et cette anonymité était le seul luxe dont je disposais à ce moment-là. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes proches, des avocats, même des responsables du ministère. Tous m'appelaient. Mais j'ai éteint mon téléphone, retiré ma carte SIM et l'ai laissée dans le cendrier sur la table. Je n'avais plus rien à dire. Il ne restait plus qu'une dernière chose à faire. À 10 heures, je suis entrée dans l'unité des opérations spéciales de la Banque centrale de France. Le lieutenant Sophie n'était pas avec moi. Cette mission n'avait rien à voir avec mon grade d'amiral. C'était une dette personnelle que je devais rembourser en tant que petite-fils. Les 45 millions d'euros que Marc avait tenté de détourner et que l'État avait saisis. En vertu de mon autorité de curateur, j'avais demandé que cet argent soit utilisé dans le cadre du fonds d'indemnisation des victimes, plutôt que d'être transféré au fonds des avoirs suspects. Face à l'ampleur du scandale, le ministère avait discrètement approuvé ma demande afin d'apaiser la colère de la population en échange des aveux de Pierre. Le directeur de la banque a posé un épais dossier devant moi. Son visage exprimait un mélange d'admiration et de crainte qu'il ne pouvait me cacher. « Êtes-vous sûr, amiral ?» m'a-t-il demandé. Cet argent, avec les intérêts légaux, aurait pu couvrir les dettes restantes de la famille Rochefort, voire vous assurer une retraite confortable. Cet argent ne m'appartient pas.
ai-je répondu en prenant le stylo. Cet argent ne nous a jamais appartenu. Cet argent, c'est celui du mortier qui est tombé sur le marché de Sarajevo en 1995. Cet argent, c'est celui qui revient aux enfants qui ont perdu leur père à Srebrenica. J'ai signé. Une barre de confirmation est apparue à l'écran. Transfert terminé à 100%. Destinataire. Fonds international pour la réhabilitation des victimes de guerre. Branche Bosnie-Herzégovine. 45 millions d'euros. D'un seul coup, cet argent était retourné sur la terre à laquelle il appartenait pour panser les blessures. En sortant de la banque, je pensais me sentir soulagée, mais ce que je ressentais n'était pas un soulagement, mais un profond vide. J'avais effacé mon passé, j'avais effacé ma famille, j'avais plongé mon avenir dans l'incertitude. Je me suis rendue une dernière fois devant le manoir. Il y avait des barrières de police devant la porte. La presse était massée derrière les grilles métalliques. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu tante Solange et mes cousins sortir. Ils n'avaient pas de valise, seulement quelques cartons contenant des effets personnels. Quand ils m'ont vue, il ne restait plus rien de leur ancienne arrogance. Tante Solange, les cheveux en bataille, le visage sans maquillage, s'est dirigée vers moi. Je pensais qu'elle allait me frapper ou crier. Mais elle s'est simplement arrêtée et m'a regardée dans les yeux. « Es-tu heureuse, Camille ?» m'a-t-elle demandé d'une voix aussi faible qu'un murmure. « Tu nous as jetés à la rue. Tu as sali notre nom. Tu as fait passer ton grand-père, ton père, nous tous, pour des monstres. Qu'avons-nous gagné? Rien. Ce que vous avez gagné, c'est une conscience tranquille, ma tante, ai-je répondu. Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais cette nuit, vous ne dormirez pas dans un lit douillet, mais peut-être sur un sol dur. Mais au moins, dans votre sommeil, vous n'entendrez pas les cris des enfants qui meurent. Solange secoua la tête avec un sourire amer. Tu as toujours été différente. Tu n'étais pas de notre monde. Tu as peut-être raison, mais sache que tu n'as plus de famille. Tu nous as rayés de ta vie. Nous te rayons de la nôtre. Et ils sont domptés. Elle se retourna et s'en alla. Mes autres cousins, sans même me regarder, se dirigèrent vers les voitures de police. Alors qu'ils s'éloignaient, je sentis une main se poser sur mon épaule. C'était le notaire Lemaire. Ce fut une décision difficile, mon enfant, dit le vieil homme. Ton grand-père, ton vrai grand-père, pas celui qui était homme d'affaires, mais celui qui te berçait sur ses genoux. Je pense qu'il aurait été fier de toi. À la fin de sa vie, il était accablé par le poids de ses péchés. Tu as fait ce qu'il n'avait pas pu faire. Tu as payé son expiation. C'est fini, le maire ? Demandai-je, les larmes aux yeux. Légalement, oui, répondit le maire. La société va être liquidée, les actifs seront vendus et les dettes remboursées. Pierre et Henri ne verront pas la lumière du jour avant longtemps. Marc, quant à lui, sera peut-être moins sévèrement puni pour avoir coopéré, mais sa carrière est terminée. Et moi ? Le maire sourit et sortit une petite enveloppe de sa poche. C'est la dernière chose que j'ai trouvée dans le coffre-fort de ton grand-père, en dehors du testament officiel. Il m'avait demandé de te la donner uniquement si tu faisais ce qu'il fallait. Je pris l'enveloppe, il n'y avait que « À Camille » écrit dessus. Je l'ouvris. Il ne contenait ni livret bancaire ni titre de propriété, seulement une vieille photo jaunie. J'avais 5 ans. Mon grand-père me tenait dans ses bras, nous étions sur un petit bateau de pêche. Nous riions tous les deux. Au dos, il y avait une note. Si un jour cet empire devient un fardeau pour toi, retourne là où tout a commencé. Tu y trouveras la paix. Et sous la note, une adresse. Une petite ville côtière oubliée, près de Marseille, dans le sud de la France. À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mon grand-père savait que j'en arriverais là un jour. Même dans les moments où il succombait à ses ambitions, il savait que je serais sa conscience. Et il m'a laissé un héritage bien plus précieux que l'argent, une issue. Mes chers amis, parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner, mais de savoir renoncer. J'ai renoncé à 45 millions d'euros. J'ai renoncé à un château, à des voitures de luxe, au titre de Monsieur Rochefort. Et en échange, j'ai gagné quelque chose d'inestimable, ma liberté. Maintenant, j'enlève mon lourd uniforme d'amiral et je me rends à ce point de départ dont parlait mon grand-père. Alors, comment cette histoire s'est-elle terminée? Pendant qu'Henri croupit en prison, que fais-je dans cette petite ville côtière? Suis-je heureux ou ai-je des regrets? Si vous êtes prêts, partons pour faire nos adieux et mettre les voiles vers de nouveaux horizons. Abonnez-vous, car ce navire quitte le port pour la dernière fois. 5 ans plus tard, le sel de la Méditerranée est bien plus intense et authentique que les parfums étouffants de Paris.
J'écris ces lignes depuis la véranda de ma maison, située dans un petit village de pêcheurs du sud de la France appelé Cassis. Devant moi, la mer turquoise, et dans ma main, une clé anglaise. Oui, j'ai retiré mon uniforme d'amiral. Ce jour-là, en sortant de la banque, j'avais également envoyé ma lettre de démission au ministère. Mission accomplie, m'étais-je dit, car un soldat doit savoir rentrer chez lui lorsque la guerre est finie. Ma guerre était terminée. Et les autres, où sont maintenant les acteurs de ce grand jeu de l'héritage? Henri. Il purge une peine de 12 ans à la prison de haute sécurité de Clairvaux. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de son avocat. Sa femme a divorcé et a refusé de porter le nom de famille d'Henri. Henri travaille à la bibliothèque de la prison. Celui qui gérait autrefois des contrats de plusieurs millions d'euros tient désormais le registre des livres empruntés. La justice est parfois poétique. Pierre. Cet homme de l'ombre est désormais confiné dans un fauteuil roulant après avoir été victime d'un AVC dans sa cellule. Il a perdu en grande partie l'usage de la parole. Cet homme qui a réduit au silence pendant des années ceux qui étaient sous ses ordres est aujourd'hui prisonnier de son propre corps. Il n'a aucun visiteur. Le haut système, auquel il faisait tant confiance, l'a rejeté et oublié. Marc. Sa peine a été allégée pour avoir coopéré, mais il a été banni à vie du secteur financier. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans un magasin de réparation de téléphones à Lyon. Il utilise désormais son talent non plus pour ouvrir des comptes fantômes, mais pour réparer des écrans cassés. Solange Ala et les autres. Ils vivent dans des appartements 2+1 dans la banlieue de Paris. Ils me reprochent toujours ce qui s'est passé. Ils continuent de dire que nos droits ont été bafoués. Mais au moins, ils n'ont plus le pouvoir de mettre la vie de quelqu'un en danger. Leur peine n'est pas l'emprisonnement, mais la banalité. Vivre comme ces gens ordinaires qu'ils redoutaient tant est la plus grande punition qui leur ait été infligée. Et moi, je suis venue dans cette ville, à l'adresse indiquée dans la note de mon grand-père. J'ai trouvé ce vieux bateau de pêche délabré. Il s'appelle l'Espoir. Et voici la dernière grande surprise que je vous avais promise. En réparant le bateau, j'ai trouvé une vieille boîte métallique couverte d'huile sous les planches du plancher. Savez-vous ce qu'elle contenait? Pas de l'argent, pas de l'or. Il contenait les journaux intimes et les dessins de mon grand-père datant des années 60, c'est-à-dire de sa jeunesse, avant qu'il ne se lance dans ses affaires louches. Mon grand-père était en fait un inventeur, un ingénieur brillant qui travaillait sur des systèmes de purification de l'eau de mer. Mais le manque d'argent et l'ambition l'ont poussé à s'engager dans cette voie malhonnête. Au fond de la boîte, il y avait les schémas d'un système de filtration de l'eau, dont il avait obtenu le brevet, mais qu'il n'avait jamais pu produire. Et une note. Si un jour tu veux prendre un nouveau départ, que cela soit ton capital, Camille. C'est la seule chose qui me reste de propre. Ça m'a d'emparder comme pour ma bec. Si je n'avais pas refusé ces 45 millions d'euros tachés de sang, je ne serais jamais venue dans cette ville, je n'aurais jamais réparé ce bateau et je n'aurais jamais trouvé cette boîte. J'avais réussi le test d'honnêteté. Que fais-je aujourd'hui? J'ai utilisé ces brevets. Je suis actuellement à la tête d'une initiative sociale qui fournit de l'eau potable à bas prix dans les régions arides d'Afrique et d'Asie. Suis-je riche? Pas autant qu'Henri l'avait imaginé. Mais quand je pose ma tête sur l'oreiller le soir, la paix que m'apporte le fait de savoir qu'un enfant quelque part dans le monde boit de l'eau potable grâce à moi, ça n'a pas de prix. Et je ne suis pas seule. J'appelle depuis la véranda. Sophie, le café est prêt? La porte s'ouvre et elle apparaît, 2 tasses à la main. Oui, le lieutenant Sophie, elle a démissionné après cette opération. J'ai moi aussi besoin d'air pur, amiral, m'a-t-elle dit avant de me suivre. Aujourd'hui, nous dirigeons ensemble cette petite initiative. Mes amis, je n'ai pas écrit cette histoire pour vous parler d'Henri, de Pierre ou de cette grande corruption. Je l'ai écrite pour vous rappeler le pouvoir de vos choix. La vie vous offre parfois un raccourci malpropre, parfois un chemin difficile mais propre. Henri a choisi le raccourci et est tombé dans le précipice. J'ai choisi le chemin et j'ai atteint le sommet. L'héritage, ce ne sont pas les chiffres laissés sur vos comptes bancaires. L'héritage, c'est le nom que vous laissez derrière vous. Un jour, quand le notaire viendra pour vous, que voudrez-vous laisser derrière vous? Des ruines ou de l'espoir? La décision vous appartient. Mon histoire s'arrête ici, mais la vôtre ne fait que commencer. Si cette aventure, votre aventure vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être encouragerez-vous ainsi quelqu'un qui, quelque part, lutte contre son propre Henri.
Au revoir. Et quoi qu'il arrive, restez pur.